Bonjour tout le monde. Oui. Bonjour Marc. Salut Manu. Bonjour. Ce qu'on Bonjour propose, Amy. c'est qu'on se donne Bonjour. une petite bascule là, jusqu'à 35 pour permettre à tout le monde de nous rejoindre et on fera un tour d'horizon pour que les uns les autres puissions nous présenter rapidement. Et tout de suite indiquer qu'on a des défections de dernier moment. Comme vous l'avez indiqué, Alistera c'était sous réserve. Elle avait un emploi du temps très très chargé cette semaine. Finalement, ne pourra pas se dégager et nous rejoindre en cours de réunion. On a également Patrick Picot pour Nature Environnement 17 qui pourra pas être des nôtres. Il a une réunion de dernier moment qui vient de se caler, très importante et incontournable. Et enfin, Amandine Paco pour la Confédération paysanne qui ne sera pas non plus des nôtres. Et au niveau de la fenêtre de réunion, on va faire en sorte que tout ça puisse tenir en une heure, pour pouvoir vous libérer, en tout cas pour les intervenants les plus pressés à 18h30. Et on pourra se réserver un battement d'une demi-heure si au niveau de la presse, il y a des éléments que vous voudriez rééclaircir ou pour des échanges de documents ou ce genre de choses. Julien et Touti, bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à Oui. fait, Marc. Oui. Avez-vous reçu le mail que je vous ai adressé tout à l'heure? C'est Tout un à post fait. que je viens de publier sur mon blog qui annonce qu'aujourd'hui, le Comité national de l'eau a validé le principe de l'adoption d'un décret gouvernemental en mars prochain pour relancer l'obligation. Je ne veux pas pourrir la séance, c'est assez important. Je te propose, Marc, comme l'actualité est toute chaude, Oui. on a reçu apparemment, que lors de la réunion, lors de ton intervention, tu puisses nous faire un petit zoom sur l'événement que tu en retiens. Sur ce qui vient d'être annoncé, Oui, alors, il y a à la fois ce qui m'a semblé important, c'est le reuse, la réutilisation des eaux usées. Et pour ce qui est du fameux décret, alors évidemment, on ne le connaît pas encore. Je ne pense pas qu'il y ait de la consultation dans l'air, mais ça me semble la suite logique de tout ce qui a précédé. Et il me semble qu'il sera important d'en connaître le détail précis aussitôt que ce sera possible pour voir comment, en fait, il modifie le dispositif existant, puisque c'est toujours la même orientation. Et par ailleurs, il plane encore une petite équivoque que j'ai pas eu le temps d'éclaircir parce que vous ne savez peut-être pas, mais j'ai fait l'objet des mesures Bayon de Veolia, donc il m'a envoyé l'huissier, enfin comme d'autres personnes et tout. Donc il a fallu que je passe un peu de temps avec tout ça. Pardon, ça sonne, mais non, je réponds pas. Oui, il reste une petite équivoque dans la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré certains cavaliers de la loi ASAP. Il n'est pas absolument assuré que les deux cavaliers qui ont donc été annoncés comme censurés, à savoir la relance de l'irrigation, bien sûr, hein, et le fait que désormais, conformément à ce qui avait été adopté en commission mixte paritaire, ça serait les cours administratifs d'appel qui auraient la capacité d'instruire en premier et dernier recours les recours déposés contre tout ce qui touche à l'irrigation. Alors, il demeure une petite équivoque que je n'ai pas eu le temps de purger, parce que je pense que c'est un avocat qu'il faut consulter dans ce cas-là, enfin peut-être pas, mais bon, essayer d'avoir des précisions quand même, parce que c'est précisément assez équivoque dans ce qui a été publié par le Conseil constitutionnel. Il semble nous dire que ça participe de cavalier, mais c'est pas pour autant que ça serait totalement éliminé pour l'avenir. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel semble dire, c'est pas dans cette loi-là, dans la loi ASAP qu'il faudrait les mettre, mais vous pourrez peut-être les remettre ailleurs. Donc il faut s'attendre à ce que ces deux dispositions ne figurent pas effectivement dans la loi ASAP, mais peuvent ressurgir ailleurs assez rapidement. Parce que comme vous l'imaginez volontiers, ils ne vont pas lâcher l'affaire. pour ces éléments sur lesquels on reviendra peut-être sur la suite de la réunion. Ouais. Bonjour à tous. On va considérer que ceux qui sont présents, voilà, c'est le premier train. Peut-être qu'il y aura du monde qui nous rejoindra en route. Je vous propose qu'on se fasse un petit tour de présentation rapide pour qu'on puisse identifier les uns les autres
et savoir un petit peu d'où on parle, et si on est là pour, voilà, parce qu'on est journaliste et qu'on représente un mouvement. Également, dans ce petit tour de présentation, les différents intervenants qui viennent renforcer le collectif aujourd'hui pourraient indiquer dans quelle mesure vous vous impliquez aujourd'hui. C'est quoi concrètement s'impliquer dans la lutte sur les bassines pour votre organisation. Peut-être de manière très générale et en introduction de tout ce qui va suivre, dire qu'aujourd'hui l'enjeu vient de cette visioconférence s'intitule Bassines et injustice. Donc, en effet, on va parler de juridique. On va, dans un premier temps, vous faire un point d'étape, un état des lieux des recours qui sont en cours, également des nouveaux recours qui vont lancer ou qui ont été lancés très récemment. On va vous présenter ce qui est certainement une démarche très originale et sur lequel j'espère que vous pourrez appuyer. C'est sur le fait qu'on va lancer un recours collectif, le plus collectif possible, concernant particulièrement la décision de l'agence de l'eau attribuer les 9,1 millions d'euros pour le démarrage de la première tranche. Et on en reparlera plus précisément, mais on lance aujourd'hui même une cagnotte citoyenne pour que les gens puissent soutenir les frais juridiques qui vont être lancés, également pour permettre aux gens de s'impliquer et de rejoindre les plaignants. Également, on va vous faire état d'autres pistes juridiques et d'autres entrées, parce que notamment sur l'aspect des injustices, une des grandes injustices aujourd'hui qui nous alerte, et c'est en ça que malheureusement le témoignage d'Amandine Paco ne pourra pas se joindre au nôtre, donc on tâchera d'en rendre compte le mieux possible. Mais il y a un certain nombre d'exploitants sur le territoire aujourd'hui qui s'inquiètent fortement des inégalités que pourront générer la construction de bassines, entre ceux qui seront connectés, ceux qui ne le seront pas et qui seront quand même irrigants, entre ceux qui ne le seront pas du tout, qui ne sont pas irrigants, et qui posent des questions profondes en termes de justice, à la fois d'accès à la ressource d'un bien commun qui est l'eau et auquel tout le monde devrait avoir accès, et également en termes de finances publiques mises en œuvre pour soutenir ce projet. Voilà un petit peu en guise de capot, de lancement, et je vous propose qu'on prenne chacun une minute grand maximum pour se présenter. Je propose que Marine Izquierdo, pour notre affaire à tous, vous puissiez ouvrir le bal. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Marine Izquierdo, je suis membre, coordinatrice et membre aussi du conseil d'administration de Notre Affaire à tous, et je coordonne la partie plaidoyer, donc reconnaître un nouveau droit adapté aux limites planétaires avec tout ce qui est reconnaissance du crime d'écocide, reconnaissance des droits de la nature et d'un statut juridique au commun. Et je viens ici donc au nom de Notre Affaire à tous soutenir le collectif Bassines Non Merci. On va avant tout apporter un relais au niveau de la communication sur les réseaux sociaux et puis également un support juridique lorsque cela sera nécessaire. Merci bien, Marine. Est-ce que parmi les journalistes, Notre Affaire à tous, ça parle? Ou peut-être dans la présentation de Marine tout à l'heure, elle vous en dira plus? N'hésitez pas, si vous avez besoin de faire des commentaires, vous avez un espace en fait en bas à gauche de votre écran avec une petite bulle carrée. Si vous l'activez, en fait, vous avez un chat sur votre gauche et vous pouvez poser toutes vos questions ou réagir, etc. Oui, dites-moi maintenant si jamais vous voulez avez besoin Pardon. Si vous voulez également prendre la parole, vous avez une petite main aussi, pareil, en bas à gauche. Il suffit de l'activer pour comme ça qu'on sache si vous avez une question à poser ou réagir pour qu'on puisse vous donner la parole. Voilà. Et puis, alors, je vous reprécise, cette visioconférence de presse est enregistrée. En haut, à droite, un petit rec qui est en route. Donc, comme ça nous permettra de pouvoir la rediffuser au sein du collectif, aussi plus largement, que les personnes elles puissent savoir un peu ce qui s'est passé, quoi. Elle sera également envoyable à vous si vous en avez besoin, si vous avez besoin de revenir sur des éléments précis, et sera envoyée aux journalistes qui en feront la demande. Et on propose que Joël, tu continues. Ok. Donc Joëlle Lallemand, présidente de l'API, qui est une association de protection de l'eau et de l'environnement.
Et on se bat depuis déjà. Enfin, l'association a été créée en 90, après des centaines de kilomètres de rivières à sec dues à l'irrigation. Donc au début, on se battait contre l'irrigation et maintenant, on se bat contre les bassines qui sont censées remédier au premier problème. On va finir par les... Est-ce que tu as fini, Joël? Oui, sauf si vous en voulez plus. Ben, dans le déroulé, alors. Et parmi les intervenants, on accueille également Monsieur Marc Lémé. Marc, si tu veux te présenter. Donc, pour gagner ma vie, je fais du conseil pour les collectivités locales. J'anime 2 blogs, l'un sur le site du Monde Diplôme, l'autre qui s'appelle Les eaux glacées du calcul égoïste. Et j'ai donc, relaté depuis longtemps tout ce qui avait trait à l'irrigation. J'ai été co-auteur d'un petit bouquin sur Siemens il y a quelques années dans la collection Reporter au Seuil. Et j'ai été au fil du temps sollicité par Bassine et petit à petit d'observateurs, ils m'ont convaincu de me rapprocher encore davantage. Ce que je fais volontiers, peut-être avec quelques idées, propositions d'actions qui pourraient, me semble-t-il, contribuer à renouveler un peu, mais je pense qu'il ne faut peut-être pas en dire trop tout de suite, mais d'autres formes d'attaque de l'adversaire, si j'ose dire, pour les déstabiliser encore un peu plus. Sachant que la situation me semble favorable, puisque vous avez réussi à susciter un mouvement qui mobilise beaucoup sur le terrain. Il y a eu énormément de reprises presse. Maintenant, toute la question, c'est comment durer dans le temps. Sachant qu'en face, ils ne vont surtout pas lâcher l'affaire. La situation leur est favorable. Et il y a un truc presque que je trouve un peu amusant, mais j'ai beaucoup travaillé dans le passé, c'est qu'en fait, à chaque fois, mais ça dure depuis les années 80, ça, dans l'année qui précède la présidentielle, la FNSEA, les irrigants font pression, et à chaque fois, ils obtiennent des nouvelles dispositions qui leur sont encore plus favorables qu'auparavant. Donc là, avec la bande Macron et compagnie, il n'y a rien à espérer. Il me semble que vous fondiez quelques espoirs sur Madame Bonfili. Je vous avais dit 15 jours, 3 semaines, il faut arrêter de rêver. Il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Et en revanche, il faut être extrêmement vigilant sur toutes les propositions, dont celles que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que là, en fait, ils vont foncer et ils vont essayer d'en obtenir le maximum dans les mois qui précèdent la présidentielle. Donc, toute la question, c'est de savoir comment s'inscrire dans la durée et peut-être comment tenter de les attaquer par des côtés où ils ne s'y attendent pas, quoi. Donc là, j'ai déjà élaboré quelques propositions, continuer à y réfléchir. J'espère qu'on pourra les mettre en œuvre. Voilà. Merci Marc. Pour tous les journalistes qui vont se présenter par la suite, je vous invite tous à aller consulter le blog de Marc qui s'appelle Les eaux glacées du calcul égoïste et qui est un site de référence sur tous les aspects d'eau. Voilà, vraiment, je vous invite. C'est gratuit. Comment? Et c'est gratuit. Et c'est une mine d'informations. Et notamment, en effet, Marc a mis en ligne, juste avant cette réunion, un élément qu'on n'a pas encore eu le temps pour l'instant de décrypter, autour d'une décision dont on parlera peut-être en fin de réunion du Conseil national de l'eau, et qui vient vraiment ancrer tout ce dont on va parler par la suite. On continue le tour. Je propose que Chloé, pour Agri 79, vous puissiez vous présenter rapidement. Alors oui, j'étais sur le blog de Monsieur Lémé. Chloé Poitot, journaliste pour Agri 79, journal agricole et rural des Deux-Sèvres. Enchantée. Merci de votre présence. Manu Touron. Ok, Emmanuel Touron, moi je suis journaliste à la Nouvelle République, à Niort. Eh bien, je crois que parmi nous avons également Noémie Guillotin pour France Bleu Poitou. Oui, c'est ça, Noémie Guillotin, France Bleu Poitou dans les Deux-Sèvres. D'accord. Alors, il y a un M qui figure parmi les participants. C'est l'occasion de rappeler, hein, c'est le M qui correspond à l'enregistrement. Parce que pour des raisons techniques, on enregistre d'un autre poste. Voilà. Il y a également monsieur ou madame Babot pour Sud-Ouest. Allô Sud-Ouest, vous entendons pas. Si vous voulez parler, il faut réactiver le micro au milieu de votre écran. En bas. Alors en attendant que ça se débloque au niveau de Sud-Ouest, on a également madame Clara Beaujon. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous, Clara de Beaujon, c'est France 5 et France TV Slash pour les émissions sur le front. Merci de votre présence.
On a mal entendu ici, la liaison n'est pas de très très bonne qualité. Est-ce qu'il vous est possible de nous redire vos médias, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, c'est France Télé, c'est à la fois France 5 et France TV Slash. Ah oui, d'accord. On avait déjà eu affaire ensemble Tout à fait. à la réunion du 11 octobre, excusez-moi. D'accord. Bienvenue, Madame de Beaujon. Merci. Et donc, je ne sais pas si Monsieur ou Madame Babot de Sud-Ouest a réussi à... Bon, en espérant qu'ils nous entendent, pour le coup, qu'ils n'hésitent pas à intervenir. Très bien. Et donc, pour information, Anne-Marie Baillarger, pour France 3 Poitou-Charentes, ne pouvait pas se rendre parmi nous, mais on échangera et elle aura connaissance de la teneur de nos échanges. Et également Julien Renon pour le Courrier de l'Ouest, qui suit très bien le dossier, ne pourra pas participer. C'est vraisemblablement Monsieur, Madame Babot à la trappe. Voilà. Je vous propose qu'on y aille. Donc, le premier point sur lequel on voulait venir, c'était pour comment dire aujourd'hui dans la globale où se situe cette approche juridique. Jusqu'à maintenant, les trois freins sur le démarrage des projets de bassines sur ce territoire ont été des freins politiques, avec tous les arbitrages au niveau des cofinanceurs, de la région qui y va, qui n'y va pas, de l'Europe qui peut y aller, qui ne peut pas y aller, etc. On va se redire quelques éléments parce que vous avez dû voir il y avait eu beaucoup d'annonces cette semaine. Le deuxième volet sur lequel on résiste, où la résistance s'organise, c'est sur le volet de la mobilisation citoyenne et sur le volet de l'information du public et des élus, où on s'aperçoit que dès lors que les gens ont tous les éléments de connaissance et de compréhension de ce projet qui consiste bien à prendre l'eau dans une nappe phréatique qui est déjà une réserve naturelle d'eau, qui profite aux rivières, aux marais, etc., de la privatiser, de l'exposer dans des bassines immenses, bâchées, pompées, des millions de litres d'eau exposés à l'évaporation, à la dégradation en termes bactériologiques, etc. Donc ça, vous connaissez, puisque c'est beaucoup de presse locale, les actions de Bassines Non Merci à travers les 7 Waterstock et le dernier événement massif du 11 octobre, où on avait pu recevoir notamment l'appui et le soutien de politiques d'ampleur nationale à travers le soutien et la venue de M. Mélenchon, de M. Jadot, de M. Poutou et de M. Boré. Le troisième volet, le troisième frein qui fait que les bassines, alors que le projet commence à avoir fait long feu et que le protocole a été signé il y a déjà 2 ans, c'est le volet juridique. Et là, pour le coup, on n'innove pas au niveau de Bassines Non Merci en activant le juridique. Et c'est en ça où on est un petit peu dommage que Patrick Picot de Nature Environnement 17 n'ait pu nous rejoindre, puisqu'il vous aurait détaillé le menu, tous les recours déjà en lien direct et entamé par son association en particulier, mais également des affaires par un collectif d'associations de protection de la nature. Et Patrick aurait pu vous mettre en évidence, beaucoup plus précisément que je ne peux faire, la situation d'embourbement dans laquelle se retrouvent les bassines Charente-Maritime, Voisins des Roches. Ça, c'est le scénario catastrophique qu'on craint voir se mettre en œuvre sur ce territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la presse, on annonce qu'il n'ira pas en 2021, mais en même temps laisse très clairement paraître que les finances seront compensées pas. Donc là, la grosse question, c'est est-ce que c'est du plan de finances, du plan de relance, des 30 millions qui sont ciblés sur la gestion active de l'eau qui vont être orientés. On a fait les calculs assez rapides aujourd'hui de la compensation de l'Europe et la région pour boucler le premier tour, c'est autour de 3 ou 4 millions d'euros. Voilà. Et ensuite, il resterait la part privée, entre guillemets, financée par les exploitants, la CUMA et les chambres d'agriculture. On voit aujourd'hui que les leviers politiques finalement sont en train de céder dès lors que l'État fait, comme on le dit depuis le début, une priorité absolue à la mise en place de ce projet. Là, c'est ça qui s'est clarifié ces derniers jours, c'est que finalement, l'Europe et la région, c'est bien pour l'image, mais finalement, s'ils ne veulent pas y aller, on y va quand même. Donc aujourd'hui, ça remet bien l'État au centre du jeu, et ça fait partie de l'actualité
idées chaudes des dernières semaines, où aujourd'hui, ce qu'on peut révéler clairement et ce qu'on va révéler à travers la plainte contre l'agence de l'eau, c'est que par exemple, il y a le ministère de l'écologie et de la transition écologique, le ministre Pompili, qui valide une délibération qui finance à hauteur de 52% la première tranche. Donc là, c'est très clair, c'est bien le ministère de l'écologie, donc l'État, qui est le principe, et puis en plus le comble, le ministère de l'écologie, qui met la première pierre et la grosse pierre pour lancer le financement et qui est le chemin qui nous emmène vers en effet un début de travaux au mois de mars 2021. Donc l'enrobement version Asa des Roches, ben, en fait c'est la situation où les recours sont posés et où finalement les travaux se font. Et au bout de quelques années, on se retrouve avec des ouvrages qui sont illégaux. Et qui... C'est moi ou on a perdu Julien? On a perdu. Il faut dire que la liaison était carrément dégueulasse. Moi, je comprenais un mot sur deux. On l'a perdu. Oui. Bon. Nous sommes de retour. Ah. Et désolé, nous subissons de plein fouet la fracture numérique. Nous sommes pourtant dans l'interconnexion du Marais à 5 km à la ronde et nous venons d'être victimes. Putain, vivement la 5G. Hein. N'est-ce pas? Ça vient, ça vient. Je reprends l'Asa des Roches, la situation sur laquelle le territoire ne peut pas aller. Et aujourd'hui, un scénario crédible qui est que, en dépit des blocages financiers, l'État y va tout seul, et en dépit de tous les nombreux recours déjà déposés, l'État y va quand même. Donc ça, c'est le scénario catastrophe et qui nous fait dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on donne à voir le plus largement possible, national, voire international, ce qui se passe sur notre territoire. Donc, c'est en ça qu'aujourd'hui, le collectif citoyen Bassine Non Merci décide de venir en appui des nombreuses associations qui font le travail juridique depuis des années, et je citais tout à l'heure Nature Environnement 17, mais l'API est également une des chevilles ouvrières qui porte haut le combat juridique. Et donc, juste pour finir cette production, exposé, mise en texte des affaires en cours, vous n'êtes pas sans voir que les autorisations uniques de prélèvement qui vont être finalement ce qui va conditionner les volumes attribuables à chaque exploitant doivent conditionner le dimensionnement des bassines. Ces fameuses AUP sur tout le territoire Poitou-Charentes ont été attaquées. Et pour certaines d'entre elles, sont passées en appel et confirmation, les volumes attribués ne sont pas en adéquation avec ce que le milieu peut fournir. Et ça, c'est connu. Et ça, pour l'instant, truc aussi énorme, n'a pas remis en cause le dimensionnement des bassines mises en place, programmées actuellement. Également, dans les recours qui devraient inviter à beaucoup de prudence le préfet des Deux-Sèvres avant de débloquer quelques coups de pioche que ce soit. Ce sont les deux recours portés par le collectif interassociatif, recours qu'on a arrêté de construction, d'abord des 19 bassines et à présent des 16 bassines. Bon, là, c'est pas Bassine Non Merci qui porte ce recours, c'est les 12 associations historiques dans lesquelles se sont rétractées de cette sur environnement et la coordination pour la défense du Marais qui sont signataires du protocole, mais qui ont été rejoints par la LPO nationale ces dernières semaines, et ça, c'est un élément très important. Cette LPO nationale prend aujourd'hui parti très contre les bassines. Et puis, c'est remarquable au niveau local, c'est le maintien de la Fédération de pêche, signataire du protocole, mais qui néanmoins questionne tout le temps sur le bien fondé et maintient sa présence dans le recours juridique. Donc ça, c'était un élément important à verser au dossier. Donc je n'irai pas plus loin sur la présentation des recours en cours et je vois Emmanuel Touron qui pose une question. Juste, vous m'entendez? Oui. Juste par rapport à la fédé de pêche, quand tu dis la fédé de pêche des Deux-Sèvres maintient sa présence dans le recours, ça a été officialisé par le président qui, jusqu'à présent, ne savait pas trop s'il restait, s'il partait. Donc, quand tu dis il maintient, ça veut dire, en tout cas, il ne part pas. Tout à fait. Et, Joël peut apporter un élément de complément d'information.
Ça veut dire que concrètement, il est indiqué comme un des partenaires du recours sur le nouveau recours qui a été déposé il y a à peu près un mois. Donc, il n'y a pas eu de com là-dessus, mais oui, les deux fédés de pêche sont bien dans le recours. Alors, pardon, parce que la liaison est très très mauvaise. Enfin, je sais pas les autres comment vous entendez, Julien, mais moi je l'entends très très mal. Tu évoques un nouveau recours il y a un mois. C'est quelque chose qui m'avait échappé. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur ce nouveau recours? Un recours contre quoi? Alors, en fait, le collectif Interasso n'a pas souhaité communiquer là-dessus, mais en fait, c'est la suite logique. On a attaqué l'arrêté interpréfectoral pour les 19 bassines. Or, entre-temps, ils sont passés à 16 bassines, donc il faut recommencer. D'accord, ok, tout simplement. Tout simplement, voilà. D'accord, ok. Auprès du C'est théâtre. vrai que la grande inconnue, c'était de savoir est-ce que la fédé de pêche allait se maintenir ou pas. Finalement, ils y sont toujours. D'accord. Ok. Et le fait que la LPO se soit greffée dessus, c'est aussi une très bonne chose pour nous. Auprès du TA, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Juste, je précise que Océane Marielle nous a rejoint. Elle est attachée parlementaire de Benoît Biteau, eurodéputé, Europe Éco Gilets Verts. Bienvenue, Océane. Merci, je viens surtout pour vous écouter. Hein. je vais regarder ce qui se passe. Très bien. Alors, du coup, nous, on va couper notre caméra parce que ça permet d'avoir une meilleure connexion pour tout le monde. En espérant que ça arrangera au niveau du son, Emmanuel. Moins pire. Ok. Et donc pour enchaîner, parce que ça bouchonne au tribunal administratif, et pour bien entendre les choses et l'ordre, il y a donc le collectif interassociatif qui a déposé un nouveau recours contre l'arrêté pour les 16 bassines. Et ce vendredi dernier, il y a un nouveau recours qui a été déposé par 3 associations qui sont Nature Environnement 17, l'API, et également, et c'est nouveau, Indecosa, qui est une association de consommateurs liée à la CGT. Et ces 3 associations ont déposé en main propre à la Chambre d'agriculture et à la COP de l'eau une lettre pour un recours gracieux, également adressé à l'Agence de l'eau. Et techniquement, là, ce recours gracieux vise l'avenant au CTGQ, l'avenant au contrat territorial de gestion quantitative. Parce que dans ce type d'affaires, c'est le contrat administratif qu'il faut attaquer. Et donc le contrat administratif qui dit le règlement du protocole et les mesures sur les débits, les volumes, les engagements, etc., c'est l'avenant au CTGQ. Donc ça, c'est acté. Et on espérait avoir parmi les intervenants aujourd'hui Alice Terrasse, avocate à Toulouse. Et donc ça, c'est une information également à part entière. Les 3 associations que nous venons de nommer, par le truchement de Bassines Non Merci qui va soutenir le plus possible, et notamment financièrement, ces démarches-là, c'est attacher les services d'Alice Terrasse. Alice Terrasse, qui est une juriste dans le droit de l'environnement de référence, comme on a dit dans ce métier, et qui est connue dans le Sud-Ouest pour notamment être la juriste qui a accompagné l'environnement et les amis du Testé pour la lutte contre le barrage de Sivins, avec lequel il y a beaucoup de points communs sur ce projet de bassine. Et Alice Terrasse a également accompagné France Nature Environnement et continue d'accompagner France Nature Environnement sur le dossier du lac illégal de Caussade. Donc c'est officiel. Alice Terrasse est l'avocate qui instruit le recours gracieux sur la CTGQ, et Alice Terrasse sera l'avocate qui portera le nouveau recours qui se prépare dans le mois qui vient, qui est un recours assez original puisqu'il s'agit d'un recours collectif. C'est bien l'originalité de cette démarche-là. On espère, et ça va être le cas, que de nombreuses organisations viendront se joindre à nous. Donc, c'est là où notre affaire à tous, ou la Fondation Daniel Mitterrand, ou la LP nationale, toutes les organisations qui aujourd'hui soutiennent Bassines Non Merci pourront se poser la question de savoir si elles font partie des requérants. Mais surtout, l'originalité, c'est qu'on va permettre aux simples citoyens que nous sommes, qui ne passent pas par des représentations associatives, qui veulent s'exprimer en tant qu'individus et qui se sentent impactés en tant qu'humains et habitants du territoire, de pouvoir s'associer à cette plainte collective.
Et donc, tout ça va être animé et orchestré de main de maître par Madame Terrasse. Et je vais laisser la parole pour le coup à Joëlle pour qu'elle puisse dire un petit peu le rôle que joue l'API dans cette organisation. Et peut-être donner quelques mots, parce que l'autre annonce qu'on vous a fait tout à l'heure en introduction, l'autre scoop, c'est que ça y est, la plateforme de financement participatif est ouverte. À toi, Joël. Bah, tu as déjà tout dit. Bah non. Donc, en fait, nous, on a lancé une plateforme de financement. Je viens de vous l'envoyer. Alors, je ne sais pas comment on fait une fois que c'est envoyé. Il faut faire Enter. Ça y est. Je viens de vous envoyer le lien vers la plateforme. Elle est ouverte depuis quelques heures. Je vois qu'il y a déjà 660 €, donc ça fait plaisir. Ensuite, on va être, c'est nous qui portons l'action au niveau, on va dire, administratif. On va être un peu le référent pour cette action, en sachant que NO17 nous aidera aussi, bien évidemment, sur les démarches. Voilà, donc nous, on va centraliser les sous et porter l'action au niveau administratif. Vous avez reçu le lien? Oui, parfait, Joël. Et il y a Manuel Touron qui veut nous poser une question. Il faut que tu réactives ton micro, Emmanuel. C'est pas réactivé. Ça y est, je suis là, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, on a le recours gracieux déposé par NE17 LAPI Indecosa, déposé auprès de la Chambre d'agriculture et de la COP de l'eau et de l'Agence de l'eau. On a aussi, il y a un mois, donc le nouveau recours qui est une reformulation du recours précédent avec donc la LPO nationale qui s'est greffée dessus. Et donc, on a ce nouveau recours d'ici un mois avec ce financement. C'est un nouveau recours contre quoi? Alors, c'est le recours contre la délibération de l'Agence de l'eau, la délibération du 3 novembre, ouvrant l'ouverture des 9,2 millions de financement pour la première tranche. Et il y a une vraie symbolique politique, très clairement, ce dossier-là, cette décision-là, dit l'implication de l'État dans ce dossier-là, puisque c'est très bon ce que vous l'entendiez tous. En amont de la réunion du conseil d'administration de l'agence de l'eau, nous sommes rentrés en contact avec les instances dirigeantes de l'agence de l'eau en Bretagne pour leur transmettre les éléments qui ne leur étaient pas remontés, notamment sur le développement des cyanobactéries, sur les dysfonctionnements démocratiques, qui remettent en cause la notion de PTGE, de projet de territoire pour la gestion de l'eau, également sur le peu d'épaisseur des engagements en termes de réduction des pesticides et des nitrates. Il nous disait ne pas en avoir connaissance. On a également été vers Pompili et Benoît qui nous a rejoint pourra témoigner. Bonjour à toi Benoît. Tu vas voir, il n'y a personne, Amandine Paco n'est pas là et Jean-François n'a pas pu la remplacer. Et à un moment, il va être question de parler des inégalités générées entre paysans du fait de la création des bassines. Donc je pense qu'à cette occasion-là, on aura l'occasion de t'entendre. Et voilà, merci de ta présence, c'est très chouette. Oui, j'étais sur ce que démontrait la décision de Pompili. En fait, Barbara Pompili a été contactée en direct et la veille, ils avaient les éléments pour demander l'ajournement de la décision. Ils exigeaient auprès du CA. Ils ont décidé de ne pas activer cette possibilité-là. Derrière ça, le ministère Pompili avait un délai légal pour s'opposer à la décision et n'ont pas activé ce délai légal, n'ont pas, ça pourrait être assimilé à un recours hiérarchique où on alerte, nous, en tant que citoyens ou associations, directement le ministère pour lui faire état d'une décision qui va à l'encontre d'autres dispositions législatives. Et donc, ça, c'est l'autre scoop, c'est que vendredi dernier, nous étions avec les hauts fonctionnaires des dossiers de l'eau au niveau du ministère de la Transition écologique et qu'ils nous ont bien explicité que non, Barbara Pompili ne bloquerait pas l'adhésion de l'agence de l'eau. Aujourd'hui, pour nous, c'est très clair et c'est un message politique qu'on veut faire passer. Le ministère écologique soutient financement et la principale pierre du montage financier soutient le projet de bassine
des Deux-Sèvres. Et on me dira que l'agence de l'eau, c'est pas tout à fait l'État. Et nous, on dira qu'un tiers du conseil d'administration de l'agence de l'eau, c'est l'État. Et que sur cette décision, l'intégralité des voix de l'État, des 11 représentants de l'État, s'est portée sur la délibération. Et que à partir de ce moment-là, le jeu est tronqué. Il suffit d'avoir les 5 représentants du monde agricole qui sont représentants des chambres d'agriculture ou qui sont représentants. Je ne vous parle pas de ceux qui sont en tant qu'élus et qui sont aussi avec leur casquette FNSEA. Évidemment, les dés sont pipés. Évidemment, c'est la gouvernance et la composition du conseil d'administration de l'agence de l'eau qui sont à questionner en profondeur et qui ne sont pas à l'image de la multiplicité des acteurs de l'eau et des usages de l'eau. La gouvernance est foireuse, ça on peut l'affirmer, on l'a vécu et ça vérifie. Je propose pour le coup, Marine, que tu puisses intervenir dans la transition. C'est pour le coup dire quel peut être le rôle de notre affaire à tous dans ce recours qui se dessine, ce recours citoyen. Et puis également, si tu veux nous dire quelques mots sur ce dont on a parlé, sur les notions de bien commun. Oui, très bien. Simplement pour affirmer le soutien de notre affaire à tous au collectif Bassines non merci et à tous les recours annoncés là qui vont être portés, parce que ces bassines posent plusieurs problèmes qui rejoignent le combat de notre affaire à tous mené au quotidien, que ce soit pour la reconnaissance du crime d'écocide et d'un droit adapté aux limites humanitaires, que ce soit pour la reconnaissance des droits de la nature ou d'un statut juridique pour les communs naturels. On utilise plutôt le terme de commun naturel et non pas bien commun, parce que la notion de bien renvoie toujours à cette idée d'appropriation. Mais bon, c'est la même chose. Tout d'abord, donc, ces bassines, elles constituent une catastrophe écologique, puisque toutes les nappes phréatiques, les zones humides alentours et toute la biodiversité qu'elles offrent vont être menacées. Et l'eau devrait se voir reconnaître le droit de pouvoir s'écouler et ruisseler normalement, et non pas à l'envers, comme ce sera le cas si ces bassines sont créées. Elle devrait aussi se voir reconnaître le droit de maintenir ses cycles naturels vitaux. Ensuite, l'argent public qui va être utilisé pour créer ces bassines va servir à promouvoir un modèle d'agriculture qui va appauvrir un peu plus les sols avec des méthodes de culture intensives qui vont augmenter les sécheresses l'été. Et tout ça, on l'a mis en évidence, notre affaire à tous a mis en évidence en prenant précisément l'exemple de ces bassines dans le rapport Un climat d'inégalité qui a été publié hier et qui est disponible sur le site de notre affaire à tous, que je vous invite à consulter. Et donc, ce rapport Un climat d'inégalité met en avant, en lumière, toutes les inégalités environnementales et sociales qui sont créées par ce dérèglement climatique. Ensuite, l'accès à l'eau, c'est un droit fondamental qui devrait être garanti à tous les usagers, puisque l'eau est un commun naturel qui doit pouvoir être utilisé par tous de manière raisonnée. Et ça, notre affaire à tous y veillera, comme notre affaire à tous veille dans l'affaire du siècle à ce que l'État protège le climat. Et ensuite, je voudrais juste ajouter qu'il y a une sorte d'aberration, de schizophrénie du gouvernement, puisqu'il y a quelques semaines, il a annoncé la création d'un délit d'écocide, qui en fait est un délit général de pollution, qui est mal nommé délit d'écocide, et d'un délit de mise en danger de l'environnement. Ce dernier vise à punir les dommages qui ne créent pas de pollution tout de suite, mais dont on peut raisonnablement se douter que ça va créer des dommages à l'environnement plus tard sur le long terme. Et c'est précisément le cas avec ces bassines qui vont vraiment être une catastrophe et endommager tout l'environnement, toute la nature autour. Et donc, il y a vraiment une aberration du gouvernement à vouloir créer ces délits tout en même temps soutenant le financement de ces bassines. Et donc, notre affaire à tous compte bien relayer tous les recours qui vont être portés, relayer au point de vue communication et également fournir un support juridique lorsque cela sera nécessaire, en lien avec les avocats. Merci beaucoup, Marine. Et si tu veux bien, parce que nous, on cherche à mettre le lien du rapport dont tu as parlé sur les inégalités en direct sur le chat, mais ça rame tellement qu'on n'a pas pu le faire. Donc, si tu veux bien relayer le document tout le monde, ce serait super. Oui, je vous mets le lien dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être on enchaîne avec... Oui, tout à fait. Eh bien, Marc, si tu veux prendre la parole par rapport aux actions juridiques. Je vous précise que j'ai été en contact avec Amandine il y a 2-3 jours et qu'on a convenu de continuer un peu plus intensivement. Donc, je voudrais dire, concernant ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure pour les journalistes qui sont là,
ça n'engage que moi, hein, c'est une proposition que je vous ai adressée, mais que jusqu'à présent, sur le terrain juridique, les démarches se sont limitées au tribunal administratif. J'accompagne d'autres collectifs ailleurs en France sur d'autres sujets, Veolia, Suez, tout ça, etc. Bon, mais aussi des questions environnementales. Et donc, c'est un peu sur la base des retours d'expérience que j'ai pu engranger ces dernières années, sans dresser une forme de hiérarchie, hein, des normes à ce stade-là, mais qui pourrait être intéressant d'examiner les possibilités de saisir non plus seulement la justice administrative, mais par exemple la justice pénale, la justice civile, d'autres types de justice encore, il en existe une grande quantité. Ça n'a pas vraiment été fait jusqu'à présent dans la sphère des combats environnementaux, et il me semble que c'est une perspective d'avenir qui mérite d'être examinée de plus près. Ne serait-ce que pour éviter à un moment de s'enferrer un peu, si j'ose dire, dans une routine où, ce qui est quand même assez paradoxal quand on regarde ça comme moi, vous engrangez des succès depuis des années, à peu près systématiques d'ailleurs devant le TA, mais comme ça l'a été évoqué tout à l'heure, ah bon, ils ont gagné une fois, il y avait 17 bassines, tiens, on va en retirer une, etc. Et ce sur quoi je m'interroge dans cette perspective-là, ou plutôt dans cette rétro-perspective, c'est de savoir s'il y a un moment, en termes de recours juridique, appelons-le de manière générique comme ça, le gouvernement aime bien des notions comme des innovations de rupture. Je pense aussi que dans les bagarres environnementales, il faudrait aller un peu sur le terrain des innovations de rupture, en saisissant d'autres types de justice que ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, nous commençons à travailler dans cette perspective-là. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, puisque ce n'est pas encore totalement abouti, mais j'espère que nous pourrons ensemble explorer réellement ces terrains-là, ce qui a quand même l'avantage d'aller chercher l'adversaire sur un terrain où il ne les attend pas. Et je trouve que c'est toujours, dans une bagarre à longue durée, un élément à ne pas négliger. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Merci beaucoup, Marc. À ce stade-là, est-ce que, avant de passer la parole à Benoît pour nous parler justement de l'aspect sur les inégalités entre agriculteurs, est-ce que vous avez des questions, vous, de votre côté, les journalistes? Si vous voulez, vous avez la petite main pour prendre la parole. Ok, Emmanuel, vas-y si tu. Oui, si encore, veux. pardon. Je pensais que vous auriez commencé par une réaction au propos d'Alain Rousset, qui explique que finalement, la région ne paiera pas la première tranche. Une réaction, un commentaire? Comme on le disait en introduction de la réunion, cette semaine, on a soufflé le chaud et le froid, un rythme en plus soutenu qu'habituellement. Vendredi, on avait une première sortie dans le Courrier de l'Ouest de Rousset qui disait « Il n'y aura pas de financement région 2021 ». Ça tombait en même temps, ça faisait que la lettre ouverte au député Chiche qui interpellait Barbara Pompili et lui demandait un moratoire et demandait une suspension des financements. Donc, sans mauvais jeu de mots, ça commençait à sentir le Rousset. Je n'avais pas pu m'empêcher de le faire. Le résultat des courses, c'est qu'il y a même un article dimanche qui était bassine fin du match. Et c'est vrai que quand on a tous ces faisceaux d'indices, qu'on a démontré tous ces dysfonctionnements, toutes ces réserves au niveau scientifique, etc., on espère bien qu'à un moment, l'État va entendre raison et va être capable de dire on siffle la fin du match, on fait un autre match. Mais c'est tourner la page pour vraiment lancer une véritable dynamique de projet de territoire dans lequel on vient questionner les questions d'alimentation. Aujourd'hui, il y a des projets de territoire pour l'alimentation, des projets de territoire pour l'eau, et c'est le même projet de territoire. Si on les dissocie, on n'arrivera jamais à quoi on doit arriver. Et je vous le dis rapidement, le constat sur le projet alimentaire, c'est 2% d'autoconsommation sur la canne, là où il y a un potentiel d'autoconsommation de 90%. Et ben, si vous mettez l'eau dans la boucle, et ben, voilà le cercle vertueux vers lequel il faut aller et vers lequel il faut mettre la finance publique. Et donc, on en était parce que le projet alternatif est mûr, on va être en mesure de le présenter aux élus, aux décideurs prochainement. La question, c'est si ces 40 millions de subventions étaient mis sur le territoire dans d'autres règles au service de la transition écologique pour de vrai. Ça, c'est un petit peu le côté positif des déclarations de Rousset lundi qui viennent passer la douche froide. C'est qu'il laisse entendre que, par exemple,
il pourrait à l'avenir dire la région donnera des sous uniquement aux exploitants qui sont OK sur la démarche que le truc numéro 1, c'est moins 50% en 5 ans. Il y a un plan Néoterra qui dit que dans la région ne finance que ceux qui s'engagent dans cette démarche-là. Voilà un objectif concret du protocole que nous, on avait réclamé au niveau de Bassine Montmercy dès l'entrée des négociations, c'est-à-dire sortie des pesticides, tout le monde est d'accord. Il y a consensus là-dessus. Là où il faut trouver la négociation, c'est sur le pas de temps, à quelle vitesse on y va. Et on était exactement sur ce pas de temps-là, qui était de dire, évidemment, c'est pas demain. Il y a une première étape à 5 ans, il y a une deuxième étape à 10 ans. À 10 ans, on en est sorti. Finalement, c'est ce qui arrive là. On est très alerté en fait par la réaction de Rousset lundi, quand Manu Touron vous retournez pour avoir les détails, etc. Et que finalement, la grosse annonce que nous retient, c'est de dire en fait, on va pas mettre les sous là. On va attendre que le protocole soit finalisé. Alors ça, c'est complètement aberrant. Hein. Ça veut dire qu'on signe un truc et les négociations, c'est après coup. Démocratiquement, c'est complètement dysfonctionnant. Comment la région peut aller mettre à poser sa signature à un protocole où la base, qui est par exemple l'objectif pesticide, n'est pas clarifiée. Donc là, on arrive aux limites de la méthode. Et c'est aussi en fait là où Alain Rousset dit en gros on va pas financer par la région parce que tout bonnement en fait l'État a décidé de mettre la partie que la région avait prévu de mettre dans le financement des bassines. C'est l'État finalement qui va s'en occuper. Alors après, quid en fait de l'État dans du coup cette participation financière, on ne sait pas d'où ça va venir, mais c'est aussi la raison pour laquelle Alain Rousset ne financera pas quoi. Je pense que ça va faire une transition assez idéale pour Benoît, qui a aussi un autre. Emmanuel, tu voulais reposer une question? Ouais, Delphine Bateau, donc elle aussi a fait un revirement. Est-ce que vous avez eu des contacts avec elle depuis? Absolument pas. Non. Vous êtes définitivement fâchés, quoi. Ah bah nous c'est pas en soi qu'on est fâchés, mais c'est que elle a décidé de quitter les réunions de discussion au niveau du protocole, mais elle a pas dit, elle a non plus affiché son soutien au collectif Bassine Montmercy. Même au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui Delphine Bateau attend et les annonces de l'État, parce que là maintenant c'est au tour de l'État de parler. Et on sait que le 18 décembre, en visioconférence, le comité d'évaluation de suivi va enfin se réunir après plusieurs années de mois de vacances, vont enfin pouvoir valider les comités scientifiques et techniques qui jusqu'à maintenant sont complètement opaques et ne sont pas publics parce qu'ils doivent être validés, donc il n'y a pas de CEV. En fait, quand Delphine Bateau, elle dit qu'elle ne participera plus aux instances, elle ne ratera pas beaucoup de réunions, parce que finalement, la seule instance dans laquelle elle était, c'était le CEV, qui s'est quasiment pas réuni, quoi. Et donc, ça, c'est aussi un scoop. Hein. Le 18 décembre, ce sera aussi l'anniversaire des 2 ans du protocole. Et Bassine Montmercy sera présent pour rappeler cette date funeste du 18 décembre et pour dénoncer à nouveau toute l'opacité du processus, puisque une nouvelle étape ce 18 décembre et j'imagine que comme habituellement, la presse ne sera pas conviée, il n'y aura pas de captation vidéo, il n'y aura pas de publicité autrement que par les comptes rendus retravaillés par les services de la préfecture. Donc l'opacité dans un domaine qui devrait être le plus transparent possible sera à nouveau en action, quoi. Mais faites toujours la demande, hein, ce serait très étonnant qu'ils acceptent que vous puissiez assister. Mais c'est toute cette part d'ombre. On entend aussi dans l'article que Emmanuel Touron a fait passer qu'un consensus serait en train de se négocier entre les instances scientifiques liées à la région, entendre Écobiose et entendre Bretagnole, entre les exigences qu'ils pourraient mettre et ce que la COP de l'eau serait en mesure de faire. C'est très très opaque. On considère en tant que citoyen que ce genre de discussion devrait se faire en grand jour. C'est dans le cadre de l'intérêt général et en fait on a un mal fou à simplement avoir connaissance des rapports qui sont officiels et qui devraient être publiés immédiatement. Donc, cette réunion du comité de suivi aura lieu à Niort? Elle est en visioconférence. Ah, d'accord. Voilà. Mais voilà, vous pouvez le mettre dans vos agendas que ce jour-là, Bassine Montmercy organisera un événement
C'est même calé, hein, on sera vers 15h30 à l'espace Boineau. Voilà. Et Benoît, je te propose de prendre le relais pour réagir, et je pense que là tu as beaucoup de matière, et notamment rappeler que pour le coup il était prévu qu'à ce stade-là ce soit Amandine, Paco qui viennent présenter un petit peu la question des injustices que ne manquent pas de générer les bassines, et au vu de ce que ça pourrait être au niveau de l'avenir, si on parle de foncier, d'accessibilité, enfin bon, ou simplement déjà de ce qui existe sur les territoires qui ont déjà été connectés, et qui est vraiment un angle, voilà, là on est injustice et agriculture. Ouais, merci Julien, merci de me proposer la parole. Effectivement, je vais essayer de relayer ce qu'aurait pu dire Amandine et peut-être aussi Jean-François pour les paysans de la mer. Juste une petite digression sur la stratégie d'Alain Rousset, parce que je suis un peu conseiller régional. Alain Rousset, c'est un vieux renard de la politique, et il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que Alain Rousset se dégage du financement des bassines à quelques jours de la séance plénière budgétaire qui a lieu le 17 et le 18 décembre prochain, et où il savait très bien que s'il inscrivait le moindre centime d'euro sur les bassines, il n'avait pas la majorité pour voter son budget, le dernier budget de sa mandature juste avant les élections régionales. Donc, vous devez vous douter qu'il a dû activer tous les réseaux qui vont bien pour que dans le plan de relance porté par l'État, et notamment dans la transition écologique, alors c'est là où ça devient croustillant, c'est que dans la transition écologique, il est prévu 30 millions d'euros dans le plan de relance national pour faire du stockage de l'eau, comme si le stockage de l'eau était une transition écologique. Ça devient quand même merveilleux, et que Alain Rousset, à mon avis, j'ai aucun élément officiel, et s'il y en a, c'est bien sûr pas à moi qui va les transmettre. Il a négocié les 15 millions d'euros qui manquent dans le plan de financement pour lancer les 6 premières bassines, et pour donner le change à l'agence de l'eau qui met déjà 9,2 millions d'euros, en rappelant que l'État était déjà financeur pour presque 1 million d'euros de cette première tranche. Donc, mais où je trouve ça formidable, c'est d'oser appeler ces 15 millions d'euros de la transition écologique dans le cadre du plan de relance. Enfin, c'est absolument croustillant. Mais bon, faisons un peu de politique et remettons les choses dans le contexte. Et si Alain Rousset se dédouane aujourd'hui de ce financement, c'est qu'il savait très bien qu'il était en difficulté pour le vote de son budget la semaine prochaine. Tout simplement. Et qu'il fallait qu'il trouve une solution. Et c'est un malin, il a trouvé une solution pour ne pas se dédire à l'égard du monde agricole et pas bloquer le projet par son non-financement. Et il va pouvoir faire voter son budget par la majorité parce qu'il a trouvé un autre financeur pour combler le désistement de dernière minute de la région, et pour pas l'hypothéquer non plus son espoir de pouvoir conduire ou être élu pour une cinquième fois à la présidence d'une région. C'est le renouvellement de la classe politique. Allez, je passe sur les... Attends, Benoît. Oui, Benoît. Attends, Benoît, deux secondes, juste en réaction à ce que tu viens de dire par rapport à l'OC. Il y a Julien qui voudrait réagir, et après on te relaisse la parole. Très rapidement. La première tranche, c'est 17 millions d'euros. Donc avec 9 millions d'euros, il y a déjà un gros morceau qui y est. Si on retire les 30% financés par les porteurs de projets, donc la part privée entre l'EGUMA, la Chambre d'agriculture et les exploitants eux-mêmes, ben finalement, le cap à atteindre, c'est 11,5 millions. Donc avec 9 millions d'euros, il reste pas grand-chose à combler. Et si tu dis que l'État a déjà mis 1 million, ben il n'y a plus qu'un autre million à trouver. Et j'invite les uns les autres à reconsulter l'article qui est sorti aujourd'hui et qui fait référence au communiqué de presse du groupe Écologie Les Verts à la région, et qui lève un autre loup. C'est que dans l'article et dans l'interview, Rousset s'est bien de parler des fonds verts. Et là, il faut relire le communiqué mais qui est très clair. Sur les fonds FEADER, ce n'est pas des fonds propres de la région. Donc, ça ne nécessite pas une validation en séance plénière. Ce sont des fonds de l'Europe distribués par le Conseil régional, mais selon des modalités démocratiques autres. Et donc, il y a encore là un loup dans le statut, dans l'état actuel des connaissances. On ne sait pas si les fonds FEDER vont, en rentrant par la porte,
à contre-courant ou en passage en force vont pas être aussi intégrés. Donc voilà, le blocage financier global et politique n'est plus opérant, d'où l'importance aujourd'hui de mettre le paquet sur le juridique et on vous donnera à voir, et on est en train de construire, si tout ça ne suffit pas, mais comment au mois de mars, physiquement, il n'est pas possible que les travaux démarrent, parce que c'est ça qui est en train de se passer là. C'est qu'en dépit de tous ces obstacles de bon sens, de multiplicité d'argumentaires, de scientifiques, de références, d'élus, de maires. Regardez là en ce moment ce qui se passe, il y a une motion qui tombe tous les 3 jours, des petites communes concernées, et vous allez voir il y a déjà Grand Poitiers également qui vient de prendre une motion, et vous allez voir tout le mois de décembre, janvier se multiplier ces motions qui questionnent en profondeur. Ça veut dire que les maires n'ont pas et ne s'estiment pas entendus sur un dossier aussi important qui concerne l'ensemble des usagers d'eau de leur territoire. Et en face de ça, on a l'État qui défend bec et ongle que c'est ça un projet de territoire. Excuse-moi Benoît, je te laisse la parole. Tu es tout excusé, ces éclairages sont importants. Je vais en apporter un dernier. Sur les fonds FEADER, au moins jusqu'aux prochaines élections régionales, puisque j'avais eu le plaisir de rédiger le plan de développement rural régional de la région Poitou-Charentes qui a été voté fin 2014, et qu'il a été choisi en Nouvelle-Aquitaine de ne pas modifier le plan de développement rural régional qui pilote les fonds européens pour lesquels les régions sont devenues autorités de gestion. Il n'est pas possible d'engager de fonds européens sur le projet en l'état, puisqu'il a été choisi par un vote en région Nouvelle-Aquitaine de ne pas modifier le règlement de ce PDR. Donc de toute façon, moi j'ai fait le boulot, je suis maintenant député européen, et j'ai fait le boulot pour que la Commission soit particulièrement vigilante sur le respect des règles du PDR qui a été mis en place en 2014 en région Poitou-Charentes et qui n'a pas été bougé par la région Nouvelle-Aquitaine. Par la problématique de l'eau, on continue de vouloir développer sur les bassins versants des activités agricoles qui mettent en péril ces activités primaires en mer. Parce que tous les nitrates qui sont collectés par les eaux de pluie sur les bassins versants finissent en mer, parce que tous les pesticides qui sont collectés par les bassins versants finissent en mer, et que le modèle agricole adossé aux retenues de substitution est le modèle agricole qui va utiliser massivement ces pesticides et ces engrais de synthèse. Et donc on continue de mettre en difficulté d'autres activités aussi emblématiques, aussi authentiques et aussi identitaires que la moule de Charon, que les activités de pêche ou que l'huître de Marennes-Oléron. Et on fait ça avec l'argent public. Et pour finir, et je conclus là-dessus, et vous m'attendez, vous me voyez venir, on a un comité de pilotage autour de ce protocole des bassines qui ne parle que de bassines et qui ne parle absolument pas de projet de territoire, vu la configuration des acteurs qui sont convoqués dans ce comité de pilotage, alors que l'État, sous la tutelle de l'Office français pour la biodiversité, a mis sur pied sur ce territoire-là un parc naturel marin où siègent plus de 70 personnes, où sont représentés les agriculteurs, où sont représentés les ostréiculteurs, où sont représentés les pêcheurs, où sont représentés les scientifiques, où sont représentés les élus, où sont représentés les fonctionnaires de l'État. Et on a mis à côté de ce conseil de gestion d'un parc naturel marin dont la représentativité n'est pas contestable, un comité Théodule où on a trié sur le volet les gens qui vont décider du bon usage de l'eau, alors qu'on a cet outil-là qui s'appelle un conseil de gestion d'un parc naturel marin et qui a un pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'il peut donner un avis conforme. Et si les préfets étaient droits dans leurs bottes, si les préfets étaient si sûrs de la pertinence de leur projet, si les préfets étaient si sûrs que ces projets soient exemplaires, pourquoi est-ce qu'ils ne délèguent pas leur arrêté préfectoral à l'avis conforme du conseil de gestion, de manière à ce que tous les acteurs pertinents pour parler d'eau, de la source jusqu'à l'estuaire, jusqu'à la mer, n'aient pas consulté. Donc voilà, c'était ma façon de voir les choses, et c'est la raison pour laquelle je vais rester très engagé auprès de Bassines Non Merci pour continuer de mener la lutte avec mes collègues que je connais depuis très longtemps, parce que je suis un ancien fonctionnaire du Marais Poitevin, je crois bien connaître ce territoire, et ce qui est en train de se passer, à la fois sur la gestion d'une ressource qui est patrimoine commun, à la fois sur la façon dont on partage l'argent public et qu'on gère l'argent public, n'est pas acceptable. C'est un paysan qui vous le dit, et c'est un élu qui vous le dit.
Merci beaucoup, Benoît, pour tout, et puis pour ton engagement, et puis pour cette prise de parole. Merci bien. Et je voulais, pour le rendre très concret, donner quelques chiffres, quelques indicateurs simples à l'échelle du bassin de la Sèvre niortaise. 40 millions d'euros d'aide publique reportés à 200 exploitations. L'opération est simple. Ça fait une aide moyenne par exploitation de 200 000 euros. Voilà. Donc là, il y a plusieurs manières de concevoir la chose. Est-ce que si on répartit à l'ensemble des exploitants, et où c'est 10%, hein, pour le coup, c'est des mathématiques assez simples, ben là, ça représente 20 000 euros par exploitation. Et là, ça devient très intéressant parce que peut-être que 20 000 euros pour la méga ferme de 500 hectares, ben, ça pèse pas. Mais pour un petit maraîcher, 20 000 euros, c'est tout. C'est la création de l'outil de travail. C'est juste une remarque, Julien, à ce niveau-là. Rappelez que le département des Deux-Sèvres a été lourdement impacté par la disparition de l'indemnité compensatrice au handicap naturel et que ces enveloppes-là auraient largement compensé, dans une hypothèse d'utilisation de cette enveloppe dans une transition agroécologique, aurait pu largement compenser la disparition de cette indemnité compensatrice au handicap naturel qui a été décidée par l'État, le même État, pour accompagner les éleveurs qui sont dans des pratiques nettement plus agroécologiques que les bénéficiaires des enveloppes dédiées aux bassines. Donc, remettons les choses dans une perspective globale et on va voir qu'il n'y a pas de bonne raison de continuer sur cette voie. Et ouais, super. Et pour être toujours dans le très concret, il y a des éléments qu'on va vous faire parvenir, qu'on a compilés dans le cadre de la rencontre qu'il y a eu avec les hauts fonctionnaires du ministère de la Transition écologique la semaine dernière. Des données, ça y est, à force de fouiller, on arrive à avoir des éléments clés. Et notamment, on voulait citer le cas d'une des fermes connectées en Charente-Maritime à une des bassines, où il s'avère que le volume attribué va être de 250 000 mètres cubes. On a fait une règle de 3 simple. Ça représente quoi d'investissement et de subvention publique pour cette ferme de 250 000 mètres cubes? Eh ben, ça représente une aide à l'investissement de 1,3 million. 1,3 million pour un seul. À mettre en regard, quand on parle d'inégalité, la première inégalité dans ce projet de bassine, elle est là. C'est l'inégalité financière. C'est dans quelle mesure ces projets viennent soutenir déjà les plus gros, et est-ce que la réciprocité pour ceux qui sont porteurs d'autres manières de faire et qui sont très ciblés sur le local et sur l'alimentation, dans quelle mesure ils bénéficient à même hauteur de tout cet accompagnement, toute cette attention et de tous ces moyens financiers. Dans les grandes inégalités qui apparaissent quand les bassines poussent, et c'est vérifiable sur les secteurs de Charente-Maritime et de Vendée, ben évidemment, le prix de la terre augmente. Et au lieu d'être dans les 3500, enfin, il faut aller voir sur chaque territoire, on a des plus-values qui peuvent être de l'ordre de 1,5 à 2 l'hectare. Et ensuite, on nous parle de transmissibilité des fermes. Sur des méga-fermes qui font déjà au bas mot 200, 300 hectares, on va faire 1 x 2 et on va expliquer aux petits jeunes, vas-y, prends la ferme. Évidemment, ça peut pas marcher. Et quand on regarde, et c'est pour le coup, je peux parler à la place mais qui est porteuse d'un projet où sur 2 hectares, ils sont 4 à travailler, à produire des légumes, de quoi nourrir le village, créer 4 emplois à temps plein au SMIC, et arrivent à faire tout ça avec 2500 mètres cubes qu'ils doivent aller quémander au niveau des services de la DRAF et qu'on leur explique, bon ben ok, on va vous les donner. Regardons, pour les 250 000 mètres cubes dont je vous parlais tout à l'heure, on installe 100 fermes et on crée 10 fermes, on installe 100 fermes Amandine Paco et on crée 400 emplois et on nourrit 400 villages. Enfin, la question du projet de territoire, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent public? Qu'est-ce qu'on fait de cette ressource? Si Rousset et tous les financeurs acceptent cette règle du jeu et qui est de dire, allez, les 40 millions, ils restent en Deux-Sèvres. Et c'est la base avec laquelle on reconsidère et on reconforme notre agriculture pour qu'elle puisse faire face aux enjeux climatiques de demain. Et c'est en ça que ce projet est à l'encontre de ce qu'on appelle, nous, la transition écologique. Tu l'as bien dit, Benoît, hein, là aujourd'hui avec ce projet-là, on donne un nom contraire
C'est l'antinomie de la transition écologique, ces bassines. Et c'est tellement antinomique que c'est un vrai arbitrage. Quand on disait à Rousset que c'est un projet de société, il fera pas et la transition écologique, le soutien à tous les petits et la mise en place des bassines. C'est en ça que c'est un virage pour les 30 ans qui viennent. Tu as raison, Benoît. C'est un arbitrage fondamental. Et donc, oui. Tu voulais réagir. Oui. Donc, en fait, vous avez parlé tous les deux des injustices. Donc, injustice agriculture versus citoyen, agriculture versus autre activité économique, irrigant versus non irrigant, etc. Mais il y a une injustice dont on parle peu, qui est peut-être l'injustice entre agriculteurs et agricultrices. Parce que regardez, dans la COP de l'eau, il n'y a pas beaucoup d'agricultrices, vous le verrez. Donc, on se retrouve à donner 40 millions d'euros publics, majoritairement à des hommes. Donc, je veux bien que la profession agricole soit essentiellement masculine, mais il y a quand même 30% de femmes, 25% de chefs d'exploitation, et visiblement, ce n'est pas du tout elles qui vont toucher le pactole. Donc, je pense que c'est quand même important de le dire. Et on peut aussi souligner que dans les instances qui contrôlent le protocole d'accord, on a par exemple le comité scientifique et technique dans lequel il y a moins de 10% de femmes, et ne parlons pas du comité d'évaluation et de suivi, maintenant que Delphine Bateau est partie, il doit rester 4 femmes sur 88 bonhommes. Donc ça a l'air anecdotique, mais je trouve que quand même ça vaut la peine d'en parler. Surtout pour un ministère de l'Agriculture, si vous allez sur la page du ministère de l'Agriculture, ils disent « Le ministère de l'Agriculture s'engage pour la grande cause du quinquennat ». 2 points à la parité. Je vois que Manu, tout bon. Michel a le sourire. Joël a le sourire parce que la cagnotte, elle va passer 1 000 € là, avant la fin de la conférence. Oui. Emmanuel, tu avais une question avant de devoir nous quitter? Tu disais que signifie dans l'invitation un embrasement de cette guerre de l'eau est à craindre. Comment dire? Aujourd'hui, tous les signes d'un passage en force semblent s'avérer. Nous, elle nous inquiète fortement, la déclaration de Rousset qui dit qu'un draft garantit que l'État viendra combler. Ça veut dire que l'annonce d'Aubry le mois dernier de dire qu'on ira jusqu'au bout semble se dessiner. Et nous, ce qu'on tient et ce qu'on a réaffirmé le 11 octobre, c'est qu'on ne laissera pas ce territoire être massacré et que dans cette situation-là, la désobéissance civile sera la modalité d'action qui sera activée et on fera une opposition de terrain pour que ça n'existe pas, pour qu'on n'arrive pas à cette situation catastrophique d'un Sivins où il doit y avoir la mort d'un militant pour que le pire n'arrive pas et quand même le pire est arrivé parce que le Sivins a quand même été dévasté. Il est reconnu en plus. Il y a une décision là de justice qui fait que l'État est condamné à une amende à verser FNE Midi PNE et au collectif du Testet parce que justement ils étaient en faute. C'est bien la définition de la désobéissance civile. Quand l'intérêt général n'est pas garanti, quand les pouvoirs publics outrepassent le droit, et c'est bien la question, depuis tel qu'on on parle de droit. Et là, typiquement, alors que les arguments sont forts, alors que des jugements ont été donnés, on voit l'État vouloir y aller coûte que coûte, tout en ayant connaissance des bourbiers que ça génère. La ZAD-Roche, c'est une situation catastrophique. Comment on peut admettre, et nous, on ne laissera pas non plus ces 40 millions d'argent public être dépensés comme ça et se retrouver avec des cratères qui, finalement, dans 5 ans, ne serviront plus à rien. Voilà, c'est donc le risque d'embrasement, il est là dans le fait qu'on ne laissera pas faire nos Bassaranes jusqu'au bout. José Bové l'a dit et tiendra sa parole. Le jour où il faudra être sur le terrain pour empêcher les bulldozers d'arriver, eh bien, il y aura des milliers de personnes. Et ça aussi qui doit alerter l'État, parce que ça, ce signe-là, il est très fort depuis le début. C'est un territoire, d'habitude, ces projets, quand ils passent, c'est que les gens n'ont pas vu le projet venir. Là, le projet, tout le monde l'a vu. On est des milliers à avoir dit non par plein de voies différentes. On est des centaines à s'être engagés, à dire que nous serons présents sur le terrain pour empêcher le pire d'arriver. Ça devrait alerter. Quand Notre-Dame-des-Landes a commencé, il n'y avait que 200 militants bec et ongles qui avaient alerté et ils ont tenu. Là, on est des milliers à dire non, c'est pas possible, pas dans ces conditions.
Donc, on craint de se retrouver dans le rapport de force et en effet, les annonces de l'État et le contexte sécurité globale, parce que finalement, cette volonté de passage en force, elle est ressentie dans plein de domaines. C'est un petit peu la ligne, on va pas faire de la grande politique ou la politique de comptoir, mais quand ça veut pas y aller, ben on y va quand même. Sur les retraites, ça veut pas y aller, on y va quand même. Sur le chômage, la réforme du chômage, on veut pas y aller. Et jusqu'à ce qu'il y ait des gilets jaunes et ce qu'il y ait des... Donc, je vais m'arrêter là mais j'espère que tu as les éléments de réponse que c'est rappelé. On ne laissera pas faire. Et derrière ça, il y a un vrai enjeu parce que d'un autre côté, si on venait à annoncer du jour au lendemain à la COP de l'eau que la lutte elle est perdue pour eux, là aussi, c'est quoi le train d'atterrissage? Comment l'enguerrir pour dire comment on continue à vivre sur ce territoire pour pouvoir ensemble tous s'en sortir? Le risque, il est là, c'est que si la préfecture aime la mèche, les réconciliations seront impossibles, alors qu'aujourd'hui, les Rubicons n'ont pas été franchis. On peut encore aller l'un vers les autres. Il n'y a rien de grave qui s'est passé. Il y a juste eu des divergences d'idées. Et le début des travaux engagerait notre territoire dans une zone de risque, de choses que personne n'a envie de voir, qui sont des affrontements, tout simplement. La violence, dont on n'est pas porteur, on sera non violent jusqu'au bout. Mais on fera acte de présence et de résistance. Oui, et résistance en plus coportée avec plusieurs organisations. Non, aujourd'hui est présent notamment l'API, Notre Affaire à tous. Il y a aussi l'Agora des habitants de la Terre qui n'était pas présent à cette visioconférence de presse, mais qui soutient évidemment toute la démarche entamée par le collectif. Également la Fondation Daniel Mitterrand, enfin toutes ces organisations-là qui sont en défense des droits humains, mais aussi des biens communs vivants, et qui, voilà, par la lutte que l'on mène contre l'accaparement d'un bien commun qui est l'eau, voilà, il y a un panel de citoyens et d'organisations diverses et variées qui ne veulent plus de ce genre de projet. Ah, Manu, et il y a Christian qui souhaitait prendre la parole depuis tout à l'heure. Christian Moreau qui nous a rejoint en cours de visioconférence. Christian, si tu veux prendre la parole. Oui, mais il y a un petit moment déjà. J'ai mis un petit message comme quoi je considérais que Rousset était un poltron parce qu'il n'assume pas ses choix politiques. Voilà, c'était ça que je voulais dire au moment où Julien et puis Benoît sont intervenus. Et c'est un opportuniste. Ok, Christian. Comment ? Et c'est un opportuniste, évidemment. Mais pour répondre aussi à Emmanuel là, sur ça, comme quoi on va mobiliser effectivement le plus de personnes possible aussi autour de ce recours. En fait, on espère quand même que ça soit aussi une démarche active des militants pour s'associer à cette démarche juridique. On fait un appel aux dons sur la plateforme dont vous avez sûrement parlé en mon absence, mais aussi on souhaite associer le maximum de personnes physiques aussi à cette procédure d'action juridique. Voilà, c'est peut-être un élément, comment dire, qui ne porte pas forcément à conséquence vraiment sur le, comment dire, dans une action plus active vis-à-vis de ce projet-là, mais je crois que ça démontrera aussi aux personnes qui, en groupe, en s'associant, en se manifestant de cette façon-là aussi, on peut, à mon avis, aussi faire reculer l'État, parce que la région maintenant n'est plus en face de nous, elle a botté en touche, donc il reste un gros morceau, c'est l'État. Voilà. En tant que citoyen, c'est ce que je voulais ajouter. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter, pour ma part, je vais être obligé de vous laisser pour rédiger ça pour que ce soit dans nos colonnes de demain. Ah ben d'accord, ok, très bien. Eh bien... Okay, je veux juste rajouter avant que tu t'en ailles que si pour ceux qui sont allergiques aux ordinateurs, ils peuvent envoyer un chèque à l'adresse de l'API, donc place de l'Hôtel de Ville, 79 170 Chizé. En précisant bien que c'est pour le recours.
Et également, Emmanuel, avant que tu nous quittes, quand même, tout à l'heure, on est sur Delphine Bateau, on n'est pas allé au bout des choses, c'est peut-être pas le sujet, mais sache que elle a reçu, au même titre que les deux autres députés du territoire, l'argumentaire développé par France Nature Environnement et par la Confédération paysanne pour dire l'escroquerie qu'est le label HVE. Voilà, donc nous, il y a une prise de contact de notre parti et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut continuer à faire avec elle, qui est de lui faire passer des éléments clés, des éléments de dossier, de connaissances, pour voir dans quelle mesure elle les relaiera. En tout cas, sachez-le, si elle n'avait pas vu le truc venir sur le HVE3, parce qu'on peut pas être technique partout, aujourd'hui, elle a tous les éléments pour s'appuyer et dire en quoi ça ne peut pas être la base d'un projet qui se voudrait exemplaire. Pour le dire en deux mots, HVE3 a été imaginé par ses concepteurs initiaux comme une transition, justement, et certainement pas comme un but à atteindre, comme une finalité. Et là, c'est aussi une limite du programme Néoterra, puisque dans le programme Néoterra, il y a l'objectif 80% agriculture biologique ou HVE. Et on va vous refaire passer ce document, vous pouvez nous le demander sans problème. On peut on va vous redonner l'adresse de mail de Bastien Merci si vous avez besoin de documentation. On peut vous faire passer cet argumentaire qui démontre très clairement ce qu'est devenu le HVE3. On est sur la fin de la. Oui. Merci beaucoup, Emmanuel. On va se dire qu'on est peut-être dans les 5 dernières minutes aussi. J'invite. Voilà, si quelqu'un veut intervenir, s'il y a des journalistes. Marc, c'est que tu veux intervenir ou c'est que tu veux nous quitter? Non, j'ai un ado à la maison, il faut que je le fasse moi. Okay. Sinon, je suis mal barré. À bientôt. Un grand merci pour ta participation. Ouais, merci infiniment. Et puis à tout bientôt. Salut. Merci Marc. Au revoir. Peut-être, en effet, j'ai envoyé le message à Joël sur le montant de la cagnotte. La cagnotte est juste lancée, hein, c'est l'inauguration officielle, c'est cette visioconférence. Donc à partir de maintenant, on va communiquer dans des cercles plus élargis et mettre le lien qui est fonctionnel en ligne. Pour l'instant, les seuls sous qui ont été récoltés sont le cercle proche, le noyau dur du collectif Bassine Non Merci. Donc voilà, pour en dire un peu plus sur l'enjeu de cette cagnotte, je crois que la cagnotte à atteindre est de 15 000 euros. Et l'objectif de ces 15 000 euros, c'est comme tous ces dispositifs de financement participatif, il y a des paliers, il y a des seuils. Le premier seuil, c'est autour de 840 euros. C'est pour prendre en charge la première facture d'Alice Terrasse pour le recours qu'elle vient de déposer pour Indecosa, le premier recours dont on a parlé. Il y a un deuxième seuil qui est à nouveau à 840 euros en plus pour qu'elle puisse déposer le second recours pour la délibération de l'agence de l'eau. Et ensuite, autour de ça, on saura si ces recours vont vers un contentieux, s'ils font suite. Et dans le cas où il y a un recours contentieux, et au vu d'affaires similaires qui ont déjà été instruites par des cabinets, on estime que pour chaque affaire, pour aller au bout de chaque contentieux, il faut compter des enveloppes de 7 000 euros à peu près. Et donc là, ça c'est le niveau très haut. Si la cagnotte est atteinte dans sa globalité, nous nous engageons aujourd'hui, tous les gens qui sont engagés sur cette démarche collective, à ce que les deux recours, s'ils étaient recevables, puissent être instruits dans leur plénitude jusqu'au contentieux. Est-ce que vous souhaitez réagir ou vous avez peut-être une dernière question? Auquel cas, nous pouvons clore cette visioconférence de presse. En tout cas, merci beaucoup de votre présence et de votre participation. Merci à vous. Oui, merci, au revoir. Au revoir. Alors, Merci à vous. Au revoir. Sur les suites éventuelles, s'il y avait des besoins de compléments d'informations, de documents qu'on a mentionnés, que vous n'auriez pas déjà en votre possession, vous avez été contacté par mon adresse mail personnelle, n'hésitez pas à la solliciter. Il y a une autre adresse qui est l'adresse du collectif, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous lancer au besoin. Et un grand merci à tous pour votre participation.